Fin de notre carrière, première. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'était bien, hein, la chaîne. C'était chouette, la chaîne. Hein. C'était un plaisir, en tout cas. C'était chouette. Merci. Belle aventure, vraiment, en tout cas. Merci à tous d'avoir été là et de nous suivre. Il n'y a aucun message, aucune prise de position. On va parler bagnole. Par contre, il y a Poutine dedans. Aujourd'hui, voitures russes. Les voitures russes, ça date de quand? Ça date de bien plus tard que les autres gens. Ça date de bien plus tard que les autres gens parce que les Russes, ils n'avaient pas forcément envie de faire ça et puis ils n'en avaient pas forcément les moyens. Si vous êtes allé à l'école 5 minutes, pitié, dites-moi que c'est le cas. En histoire géo, vous avez appris qu'à partir des années 50, l'URSS et les États-Unis engagent un bras de fer indirect qu'on appellera la guerre froide. Beaucoup de dirigeants soviétiques, publiquement ou discrètement, étaient plus ou moins inspirés des États-Unis. Les États-Unis, dans les années 50-60, c'est la nation victorieuse du monde, la nation la plus prolifique du monde, et la nation qui transporte le plus sa culture, son image, son mode de vie. Les soviétiques qui étaient alors dans ce bras de fer voulaient monter leur image et voulaient faire en sorte d'avoir un mode de vie qui se rapproche le plus. Avec une idéologie tout autre qui est le communisme. On parle pas de politique sur la chaîne, mais pour le coup là on va en parler puisque ça s'est vraiment retranscrit dans les voitures qu'on retrouvait sur le marché. À partir des années 60, le gouvernement soviétique va mettre en place différents plans pour augmenter le niveau de vie de la population. On va retrouver par exemple la création de logements modernes qui vont contribuer à faire en sorte que la nation soviétique soit logée de façon plus décente que ce que c'était avant. On va trouver différents plans dans la nourriture où l'idée c'était de faire en sorte que vraiment la nourriture ne manque plus en URSS puisque c'était l'une des cicatrices de ce pays. Et surtout, on va faire en sorte que l'URSS soit motorisée. Alors dans les années 60, l'URSS est motorisée comment? Avec des véhicules qui venaient de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire des véhicules occidentaux, avec des véhicules qui créaient sur place mais qui étaient en général des copies de ce qui se faisait ailleurs, mais pas des choses très notables. C'était des trucs vraiment internes et qui ne sortaient jamais du pays. Et c'est à partir de 66 que l'URSS décide de créer vraiment la marque Lada. Lada ne sortait pas de nulle part, Lada était un dérivé d'une marque qui s'appelait Vaz. Je sais que le Z se prononce différemment en russe, je suis navré, je ne suis pas russophone. Автоваз. Dans le monde occidental, ce qui détermine quelle voiture tu peux acheter, c'est ton compte en banque. En URSS, c'est pas pareil. En URSS, tu étais sur une espèce de liste et tu avais le droit, en tant que pays communiste, que tout autre habitant, à avoir une voiture. Donc en URSS, tu payais une sorte de prix fixe, tu t'inscrivais sur une liste et tu recevais un beau jour ta voiture. L'idée, c'était de te faire en sorte que tout le monde soit au même niveau, dans la mesure des stocks disponibles. Quand tu étais citoyen normal, tu avais le droit à certains véhicules normaux. Quand tu étais citoyen un peu plus friqué, qui est d'ailleurs assez ironique dans une nation communiste, ou citoyen un petit peu plus pouvoiré, un petit peu plus haut dans le parti, tu avais accès à d'autres types de véhicules. Et c'est comme ça qu'on a vu naître dans l'Union soviétique une espèce de différence. T'avais les gens normaux qui avaient du coup des Lada, c'est pour ça qu'en 66 Lada a été créé. Ensuite on avait UAZ, ça c'était pour l'armée et les services différents. Et au-dessus on avait Volga, ça c'était pour les cadres, pour les dirigeants. Et on va passer en détail tous ces véhicules. Et au-dessus on avait ZIL, président ou rien. Mais du coup la différenciation se faisait là-dessus. Et en 66 on voit apparaître cette marque Lada. Lada, on va quand même s'arrêter dessus parce que vous avez forcément entendu ce nom un jour. Lada est un dérivé de la marque Vaz qui fabriquait déjà des véhicules en interne. Et l'idée de Lada, c'est de moderniser la production automobile soviétique, 2, de donner accès au maximum de gens à la production soviétique, puisque l'Allemagne l'avait déjà fait avec la coccinelle, l'Italie l'avait déjà fait avec la Fiat 500, la France avait déjà fait avec la 2 chevaux, il manquait un véhicule global, un véhicule général à la Russie. Il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est qu'à l'époque, c'est le gouvernement qui décide qui fait quoi. C'est-à-dire que même si tu as des compétences dans un truc, si l'État il a décidé que tu faisais ça, tu faisais ça. D'accord. C'est-à-dire que l'État il a décidé que tu faisais des voitures, Lada va faire des voitures. Faisons comme ça. Et à partir de 66, Lada est chargé de fabriquer un véhicule moderne. Lada a donc un cahier des charges qui est vraiment compliqué, surtout qu'à l'époque c'était tu fais ou tu meurs, hein. Enfin, je le résume très très vite. Hein. L'idée c'est que Lada n'a pas ces compétences-là. Lada va donc s'associer à Fiat, qui va céder à Lada les plans de cette voiture, la Fiat 124, qui était une berline moyenne, très correcte en termes de gamme, et assez moderne. La Fiat 124 a quand même une suspension indépendante à l'avant, la Fiat 124 a quand même une monocoque, et c'est plutôt cool, et la Fiat 124 deviendra la base pour cette voiture, vous en avez forcément entendu parler. Alors on l'appelle soit la Lada, tout simple, hein, parce que ça a été pendant longtemps l'unique, soit la Gigouli. Tu connaissais toi Gigouli? Bah c'est une Fiat 124, je suis désolé. La Lada Gigouli qui pendant un temps était, pour tout citoyen normal, le seul véhicule disponible. Quoi? C'est fou de se dire que ça existait. Tu voulais une voiture, t'avais une Gigouli, point. Comment ça, mon ref? Donc tu amassais suffisamment d'argent, tu prenais une sorte de ticket que tu donnais au gouvernement local le plus proche de chez toi, et tu attendais.
certains ont attendu quasiment 10 ans pour avoir la voiture. C'est-à-dire que tu l'avais commandée genre en 70 et elle est arrivée en 80. C'est un peu long. Vous inquiétez pas, de toute façon c'était la même. La voiture n'a jamais vraiment bougé en 40 ans de carrière. 50 en fait. Mais c'est pas grave, c'est une super caisse. Alors j'exagère un peu en vous disant que la Gigouli n'est qu'une 124. La Gigouli est quand même une 124 adaptée. Il y a un truc à prendre en compte de différence entre l'Italie et l'URSS. Le climat. En URSS, on considère qu'il fait plutôt chaud quand ça passe au-dessus du zéro. Alors attention, en Russie, genre l'été, il fait super chaud par contre. C'est pour ça que les bagnoles sont soumises à des contraintes folles. Il peut faire aussi bien moins 50 que plus 50, ce qui est un petit peu compliqué quand tu essayes de faire une voiture. Autre point très problématique en Russie, vous ne serez pas sans savoir que la Russie et par extension l'URSS est un pays littéralement immense et que faire des routes sur autant de surface, c'est compliqué. Résultat, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, il y a une grande partie du territoire qui n'est pas couvert par des routes. Résultat, le cahier des charges de la 124 se voit un peu modifié puisque cette Fiat 124 doit démarrer par tout temps. Doit être ultra simple et facilement réparable avec des pièces disponibles facilement. Et surtout, cette Fiat 124 doit absolument pouvoir affronter le chaos, en fait, l'enfer. Absolument partout. Et le pire, c'est qu'ils y sont arrivés. Alors là, la Lada Gigouli n'a pas été importée officiellement chez nous, elle a été exportée dans d'autres pays. Mais la Lada Gigouli s'est écoulée à plus de 20 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'une des voitures les plus fabriquées de l'histoire de l'automobile quand même. Il faut aussi prendre en compte qu'à la fin de l'URSS, il y a 300 millions de soviétiques à motoriser. Ça fait beaucoup là, non? Donc on part du principe qu'il n'y a eu que 20 millions de Gigouli, en vrai, vous n'avez même pas une personne sur 10 qui en a une. La Lada Gigouli qui a changé souvent de tête, mais qui a finalement été toujours la même voiture dessous. Et c'est terrible à dire, mais en 60 ans, cette voiture n'a jamais vraiment évolué. Souvent, cette voiture avait cette image ridicule de voiture qui évolue jamais, de voiture qui est restée nulle tout le temps. Mais c'était presque voulu. L'idée, c'était que en URSS et par extension en Russie, lorsque vous vous déplacez quelque part, vous n'êtes pas certain de croiser un garage. Vous n'êtes pas certain de croiser quelqu'un qui ait les outils ou qui sache faire de la mécanique. Et vous n'êtes pas certain de trouver les pièces en stock pour votre voiture. En gardant le même véhicule pendant quasiment 60 ans, grâce à sa simplicité, vous trouviez toujours quelqu'un qui était apte à mettre les doigts dedans, parce que il n'y avait pas besoin d'outils, il n'y a rien dans la voiture. Et vous trouviez toujours quelqu'un qui a les pièces, puisque littéralement la voiture a été pondue à 20 millions d'exemplaires de la même façon. Exactement les mêmes. Les casses en Russie, ça doit être incroyable. Les casses auto en Russie. Une Lada ou une Lada? Plutôt la Lada ou la Lada? Ah, moi je cherchais plutôt une Lada par contre. Ah merde, parce que j'ai que des Lada. Ah putain, j'espère que ça va aller. Vous avez quand même un truc de Lada? Écoutez, j'ai ça, c'est une Lada, ça va? Bah, j'aurais préféré au pire une Lada. Je vais vous trouver ça. Ah, c'est gentil, hein. Que je sais que c'était commun avec la Lada aussi. Mais oui. La casse auto en Russie n'existe même pas. Il y a une caisse. Et une autre voiture que vous connaissez forcément puisque celle-ci a été importée chez nous. Voici la Lada Niva. Évidemment qu'il fallait qu'on en parle. Années 70, cette fois-ci, Lada se met en quête d'un véhicule vraiment plus adapté à un usage soviétique. Il y a la forêt, hein, il y a la forêt, il y a la neige. Puis les routes, s'il te plaît, il y a un moment, elles sont pas toutes abouties, hein, on va pas se mentir. Le problème de la Gigouli, c'est que c'est pas une transmission intégrale. On est dans les années 70, la transmission intégrale commence à apparaître, et le truc, c'est que ça manque. Il me faut un truc 4 roues motrices. Lada va donc pondre ceci. Le Lada Niva, encore une fois, a été moqué de fou, mais en attendant, techniquement, c'est pas mal. Le Lada Niva, c'est une monocoque. La Lada Niva peut être une transmission intégrale permanente, ça c'est cool, avec un différentiel. Et la Lada Niva a des suspensions indépendantes, ce qui en fait un truc étonnamment énervé en tout terrain. Genre, un Niva, peut-être qu'un jour on vous en testera une sur la chaîne. Ça passe partout, c'est un délire, c'est inarrêtable le bordel. Et le truc, c'est que c'est inarrêtable à pas cher, parce qu'en plus, elle partage ses pièces avec la Lada Gigouli. Les casseurs en sueur quand il y a un deuxième modèle qui est sorti. Oh putain, on n'avait qu'un seul modèle, comment on va faire? Bah, falloir prendre d'autres étagères. C'est le même moteur, beaucoup de pièces partagées, toujours dans l'esprit de se dire, quoi qu'il arrive, tu peux le réparer avec rien. Parce qu'en vrai, t'as pas besoin d'outils, en fait. Non, mais bien sûr, hein, mais tu nous fais globalement une définition du communisme, en fait. Hein. Enfin, pardon, hein, mais à un moment, c'est le concept de base. Les mécanos russes, ils avaient 2 modèles à côté. Ils voient arriver un truc, ils disent c'est ça qui merde, point. Le Lada Niva sera l'un des modèles exportés par Lada. Même chez nous, quand on était gamin, on a forcément vu des Niva quelque part. À la montagne, c'est simple, c'était une Panda 4x4 ou une Niva. Parce que la Lada Niva, avec ses coûts de revient très faibles, pouvait proposer pour la première fois dans l'histoire occidentale du low cost. Et le pire, c'est que c'était la voiture la moins chère du marché, mais pas la moins bien, puisque t'avais quand même un 4x4 4 roues motrices qui passait partout. Oui, mais malheureusement, en France et Europe, hein, j'étendrai un petit peu, on a beaucoup cette tendance à faire corréler les prix avec la qualité. D'ailleurs, la décision de les importer en Occident
l'incident n'a pas été une décision très bien prise puisque, comme je l'ai dit il y a quelques instants, les Russes ils attendaient eux-mêmes pour avoir leur Lada national. Et en fait ils voyaient que les Lada étaient exportés à l'extérieur et que du coup il y en a déjà pas pour nous. Pourquoi vous les envoyez à l'étranger quoi? Parce que l'idée c'était que les Russes aussi voulaient rouler. Ça c'est vrai ça. Et c'est pour ça que certaines personnes ont attendu des années et des années avant d'avoir leur voiture. Donc lorsque vous étiez un citoyen lambda, jusque dans les années 2000, vous rouliez en Lada ou en Lada. Lada Niva d'ailleurs, on rigole, hein, le Lada Niva a participé au Dakar plusieurs fois. Genre ça a été engagé en tant que voiture de course et ça avait une vraie image. D'ailleurs pour l'anecdote, il y a Evelyne Delia qui a fait le Dakar en Lada Niva. Et c'est pas une blague. Il n'existait pas que ces voitures, maintenant on va parler de voitures qui n'ont jamais été importées chez nous pour une simple et bonne raison, c'était que même certains Russes ne pouvaient pas y avoir accès comme je disais tout à l'heure. Voici la Volga. Le Volga c'était le nom du modèle, mais comme ils faisaient un modèle... C'est comme frigo et frigidaire, laissez tranquille, voilà, c'est bon. Ils étaient pas très forts sur le fait de faire plusieurs modèles, ils faisaient un truc. Sur le papier, tout le monde devait être égal, mais dans les faits, lorsque vous étiez un peu plus important que les autres, entre guillemets, vous aviez accès à des véhicules différents. Voitures qui étaient bien plus cossues que les Lada des ordinaires prolétaires, voitures également bien plus chères, puisqu'on estime qu'une Volga à l'époque coûtait quasiment 10 fois plus cher qu'une Lada normale. Ah yes. Et vous pouviez rouler en Volga. Pour l'anecdote, les Volgas étaient également proposés à certaines fonctions montrables à l'extérieur. Par exemple, les taxis dans les environs des villes touristiques, genre Moscou, pouvaient être équipés de Volga. Parce que l'idée, c'était que lorsque des touristes venaient en URSS, ils tombent sur des voitures tout à fait cossues en sortant de l'aéroport et se disent « Oh, chouette l'URSS alors !» C'était du flan. Hein. Aujourd'hui, Volga n'existe plus en tant que tel, mais pendant longtemps, on a retrouvé des Volgas. Et quand vous étiez encore un petit peu plus haut dans l'échelle politique, vous aviez parfois le droit à une Tatra. Alors, je suis désolé, Tatra n'est pas une marque russe. Oui, je parle d'une marque tchèque. La République tchèque est connue pour la marque Skoda, qui est en fait une antenne de Volkswagen. Mais à l'époque, la République tchèque accueillait aussi une marque nommée Tatra. Tatra, qui était une marque qui faisait beaucoup de camions, mais qui avait aussi une expérience en bagnole. Lorsque l'Union soviétique se crée avec les pays satellites, le gouvernement décide que Tatra fera des camions. Tatra avait des compétences en voiture et disent, écoutez, c'est gentil de nous dire qu'on doit faire des camions, mais on a quand même de l'expérience en voiture, on peut peut-être faire des voitures. Ce à quoi le gouvernement a répondu, va te faire enculer, fais des camions. Et donc Tatra fera des camions, alors qu'ils avaient vraiment de l'avenir et vraiment des compétences. Et d'ailleurs, il y a une anecdote où les dessins de la coccinelle qui a été vendue en Allemagne étaient très inspirés d'un modèle Tatra. Il y a eu vraiment un procès qui a été enterré à grands coups de Deutschmark. Et les gens de Tatra n'avaient pas envie de faire des camions. Non, je ne crois pas, non. Ils voulaient faire des grosses voitures qui font vroom vroom avec des V8 en porte-à-faux arrière. Et c'est même pas une blague puisqu'on va parler d'un modèle qui a littéralement un moteur dans le coffre. Voici la Tatra 603. Elle est merveilleuse. La Tatra 603, c'est quasiment 6 mètres de luxe. Alors luxe pour l'époque quand même. Hein. Ces voitures avaient des particularités techniques assez étonnantes. Notamment, ils ont décidé de mettre le moteur, c'est-à-dire un V8, en position de porte-à-faux arrière. C'est-à-dire que c'est derrière les roues. Donc quand tu ouvres le coffre, il y a un V8. Et je trouve ça merveilleux. Du coup, c'est très drôle parce qu'à la base, ils avaient fait ça pour gagner un maximum de place dans le véhicule. C'est vrai que du coup, tout comme on peut faire un véhicule traction, c'est-à-dire un moteur à l'avant avec une transmission sur les roues avant, comme ça, moi, t'as que le moteur à l'avant et le reste du véhicule, c'est de la place. Eux, ils ont fait ça à l'arrière pour se dire j'en sais rien, pourquoi pas. Sauf que ce qui est très drôle, c'était que mettre un moteur en porte-à-faux arrière de surcroît puissant donnait au Tatra un comportement un peu particulier. Et d'ailleurs, les Tatra qui sortaient pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient saisi des Tatra, et sauf que ça allait super fort, mais avec une tenue de route super pas adaptée. Et en fait, ils se viandaient tout seuls, les mecs. Et bing bing, et boum, ça tombait. Et ils se tuaient dedans, et c'est incroyable de dire que les Tatra tuaient des méchants à l'appel. On retrouvera donc des dirigeants de l'URSS dans des Tatra, ce qui était fou. Quand t'avais une Tatra, c'est que t'étais quelqu'un du parti, mais un peu puissant quand même. Genre, c'est-à-dire quand tu ne voyais une Tatra arriver, c'était la merde. Au moins, l'avantage, c'est que ça te permet juste en voyant d'arriver la voiture, ce qui va t'arriver ou non. La couleur était annoncée si vite. Il y a une Tatra qui débarque au coin de la rue et qui s'arrête, dégage. Et avant les années 2000, pour vous donner une image vraiment complète de la Russie, vous pouviez croiser ceci. Voici une ZIL. En gros, ils sortaient une dizaine de modèles par an, uniquement pour des gros cadres. C'est-à-dire que quand t'avais une ZIL, t'avais fini le jeu en fait. La ZIL, c'était la voiture du président. Mais tu sais, le cahier des charges, c'était ça. Genre, ils leur ont dit, vous allez avoir 10 clients par an, c'est les dirigeants, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est le maximum de luxe, on s'en fout du prix, point. Et ça donnait des véhicules comme ça. Alors, il y en a un d'ailleurs qui était à vendre, un rétromobile. J'avais pas compris que ça faisait quasiment 7 mètres. Bah si, c'est grand, oui.
oui. Alors bien sûr, ces voitures n'étaient pas destinées aux gens normaux, et bien sûr ces voitures ne s'adressaient qu'à des cadres dirigeants, et les voitures étaient si grandes parce que c'était souvent des voitures de parade, c'était des voitures faites pour parader au milieu devant le Kremlin. Je vous l'évoque parce que c'est marrant, mais c'est pas vraiment des voitures normales. Le problème, c'est qu'au début des années 90, l'URSS s'effondre. Voir un si grand pays qui s'effondre, je pense que beaucoup de gens ont eu très peur. Et ça devait être terrifiant à vivre. De se dire, tout le système que j'ai connu toute ma vie, je sais pas où je vais, ça s'effondre, je sais pas ce qui va se passer. Chez ZIL, ils se sont vraiment dit ça aussi. Ils avaient 10 clients par an qui viennent de disparaître. À partir de la fin des années 90, ZIL a cessé d'exister pour cause de cessation de pays. C'est la cause la plus folle. Voiture pour dirigeants de pays soviétiques et plus soviétiques. Qu'est-ce que je fais moi? Ce qui fait qu'à partir des années 90, on voyait déjà le père Poutine se balader, j'aime beaucoup cette image, dans une classe W140. Et il s'avère qu'à partir des années 90, lorsque l'Union soviétique commence à exploser, le summum du raffinement, le summum du luxe et le summum du pesage, c'était les voitures importées. L'import, à partir des années 90, commence à connaître une hype phénoménale. J'aime bien! Puisque la plupart des habitants n'avaient ras le cul de se trimballer dans la même gigouli d'il y a 30 ans en fait. Et quoi de mieux pour flexer de se pointer en G63 AMG devant le Kremlin ou encore en S500? Et c'est ainsi qu'à l'effondrement de l'Union soviétique, on va voir apparaître deux choses. Un, le survêtement Adidas. Et oui, à un moment. Il y avait tellement de demandes pour le survêtement Adidas qu'ils ont fini par le fabriquer en Russie. Oui, bah oui. L'apparition de McDo, je suis désolé de vous le dire, mais McDo est arrivé en Russie et apparemment, si j'ai bien compris, c'était incroyable. Et au bout de cette queue interminable, le premier restaurant étranger de toute l'Union soviétique, un McDonald's. Une véritable révolution, un vent de changement en URSS, quelques mois avant sa dislocation. Et 3, l'apparition des voitures import. L'import, jusque-là, était interdit. Et c'est comme ça qu'on verra nombre de dirigeants se trimballer dans des énormes classes S rallongées, parce que c'était le top. Et les gangsters, dans le même temps, se trimballaient dans des classes G. D'ailleurs, c'était très drôle, puisque même le gouvernement, passé un temps, se trimballera en classe G. Le premier marché du G63 AMG, c'était la Russie. Enfin, de AMG tout court. Russie. C'est là où on a vu vraiment la division entre les gens qui avaient les moyens et ceux qui ne les avaient pas. Et c'est pour ça qu'on a vu apparaître deux types de gens, principalement les gens normaux et les gangsters, qui étaient les seuls à pouvoir s'acheter des véhicules aussi insolents. Et encore une fois, quand tu voyais un G63 arriver, tu te barres. Parce que, en vrai, ça chie. Je fais un tout petit aparté sur les véhicules militaires qu'on aura vu aussi. Alors, j'ai parlé des véhicules civils, les véhicules militaires dans un second temps, il y en a deux que vous connaissez forcément. Vous avez forcément vu ceci, le UAZ. Je sais que ça se prononce pas, ouais, je suis navré. Le UAZ, c'était la marque, mais c'était tellement connu pour ça et il faisait tellement qu'un modèle au début que voici le UAZ, de son vrai nom, le UAZ 459, qui était en fait l'interprétation de la Jeep russe. Tout simplement, hein, ils ont eu leur propre Jeep. Je vous parle d'un véhicule qui n'a jamais été importé chez nous, d'un véhicule qui n'a jamais été disponible, même pour les Russes normaux. Vous l'avez forcément vu, ce UAZ 469 qui était la Jeep russe qui a été vendue par pelles entières. Et il y en a tellement eu de produits que l'armée n'a pas pu tous les absorber. Ce qui fait qu'à un moment, on en a retrouvé même à vendre pour les gens normaux. Ce véhicule avait pour cahier des charges de passer partout. Ce véhicule passe partout. Et on verra un deuxième véhicule russe destiné au service public que vous connaissez forcément, le UAZ 452, autrement appelé la miche de pain, voiture que vous avez forcément vue quelque part, donc c'était une camionnette. Encore une fois, simple. Il fallait une camionnette, on fait une camionnette. Il fallait une Jeep, on fait une Jeep. Si vous regardez bien le châssis de cette voiture, c'est en fait un châssis de putain de franchisseur. Donc c'est une camionnette franchisseur. Parce qu'encore une fois, faut passer partout, voilà. Alors vous vous demandez maintenant qu'on a fait l'histoire de la voiture russe, qu'est-ce qu'il en est de la Russie moderne? Premièrement, Findus. De quoi on parle, les gars, là? Si vous avez un petit peu d'âge, vous aurez forcément entendu parler d'un scandale Findus. C'était en 2013. Une analyse sur des lasagnes Findus vendues chez nous. Je suis vraiment en train de parler de ça dans un épisode sur la Russie, je sais. Ouais, bah oui. Montre que les lasagnes Findus à base de bœuf, puisque les lasagnes en général sont faites à base de bœuf, sont en fait faites à base de viande de cheval. Plusieurs organismes remontent la piste et se rendent compte qu'en fait, Findus écoulait de la viande de cheval par pelles entières. Et la raison pour laquelle ils écoulaient de la viande de cheval par pelles entières, c'est qu'en 2012 et 2013, l'État russe prend une décision qui est d'interdire le cheval en Russie. Je vous ai dit que la Gigouli était fabriquée à plus de 20 millions d'exemplaires. Il y avait quand même des bagnoles en Russie. Mais la Russie est un pays immense, c'est un pays qui avance à plusieurs vitesses comme plein d'autres grands pays. Le fait est que certains territoires en Russie sont moins avancés et n'ont soit pas accès, soit pas le besoin de passer à l'automobile. Ce qui fait que certains territoires en Russie, même en 2012-2013, utilisaient quand même beaucoup le cheval en moyen de transport. Ça paraît fou quand tu dis ça.
C'est normal en Russie. Anecdote qui coïncide d'ailleurs avec les dashcam. Tu sais bien, vous avez forcément vu une compilation de dashcam russes. Eh bien, tout ça vient de cette même loi à partir du début des années 2010. Ils décident de dire, ok, il y en a ras le cul d'avoir des millions de morts sur la route chaque année, parce que si j'ai bien compris, avant ça, c'était bon, toujours le bordel, mais avant ça, c'était vraiment le bordel. Bah, il y avait surtout des problèmes d'assurance en fait. Il y avait des gens qui se jetaient sous les roues des voitures par exemple, pour toucher des assurances, parce que ça marche comme ça là-bas. Si j'ai bien compris, il y avait aussi le fait que tu pouvais croiser un cheval au milieu de l'autoroute. Ça aidait pas, ouais, effectivement. non, mais c'est sûr, hein. Il y a ça, plus encore une fois les conditions climatiques qui font que du coup, une glissade est vite faite là-bas. Il fallait souvent, sur les constats, marquer qui était fautif de quoi. Tu peux arriver sur l'autoroute avec des trous comme ça, c'est un chemin en G63 MG à 250, et au milieu, il y a Crin Blanc qui est en train de te faire un demi-tour. Nique ta mère, enfin. Et on en vient au début des années 2010, où la sécurité sur la route devient une problématique nationale. Genre, les principaux problèmes du pays, c'est l'alcool. Зарплату последнюю дали, это марта, за ноябрьскую. Et le fait que c'est le bordel sur la route. Et donc sont prises plusieurs décisions. Déjà, beaucoup d'assurances vont rendre obligatoire les dashcams. Quoi qu'il arrive, il faudra que ce soit filmé, comme sur moi, il n'y a plus de problème. Mais surtout, la Russie a interdit au début des années 2010 d'utiliser un cheval sur la route. Ils s'attendaient pas à un truc, c'est qu'il y a eu un nombre de chevaux sur le bon coin. Quand je vous dis ça, on parle de millions de chevaux à vendre du jour au lendemain. Ce qui fait que le cours de la viande de cheval a beaucoup baissé. Ce qui fait que Findus a fait des lasagnes à base de cheval. Je pensais jamais parler de ça un jour sur cette chaîne. Autre anecdote, depuis le début des années 2000, les marques automobiles russes n'étant plus soutenues par l'État en termes de subventions, se retrouvent franchement dans la merde. On est tous dans la merde. Puisque, comme je vous l'ai dit, le marché de l'import s'étant ouvert, la plupart des gens commencent à se dire « je préfère acheter un véhicule étranger plutôt qu'un véhicule russe », puisque ça faisait 50 ans qu'ils en voyaient passer, qu'ils en avaient ras le cul. Résultat, Lada notamment, mais d'autres marques se trouvent vraiment dans la merde, et Lada va encore une fois faire appel à l'extérieur. Et l'extérieur viendra d'une marque que vous connaissez bien, qui était à la recherche de nouveaux débouchés. Renault prendra 25% des parts en 2007 de Lada. Et Lada utilisera beaucoup ce cash frais et les techniques de fabrication de Renault pour moderniser la gamme. Et le pire, c'est que ça a marché. Lada a ressorti des modèles bien plus récents et bien plus modernes que ce qui se faisait, puisque je rappelle qu'on est dans les années 2010 et ils vendent encore la Lada Jiguli qui est sortie en 66. Tu dégages! Bah c'est comme si en fait on était en 2010, on te proposait à la vente une 2 chevaux. 2010. Hein. Donc autant vous dire que Lada profitera de ça et Lada en connaîtra un vrai renouveau. D'ailleurs avec cette image incroyable où Poutine se déplace à une inauguration d'une Lada. Tout est prévu, il présente la nouvelle Lada, elle est incroyable, il tourne la clé, elle démarre pas. D'ailleurs, cette prise de pouvoir par Renault dans Lada ira même jusqu'au milieu des années 2010 à être à plus de 50% majoritaire. On pouvait donc traduire que Renault était propriétaire de Lada. Et d'ailleurs, si on fait écho avec la situation récente, Renault s'est totalement retiré de Lada. Et ils l'ont revendu à 1 rouble symbolique. Je savais pas, du coup je me suis renseigné quand même. Au fil des années, Renault a quand même mis des millions et des millions dans Lada. C'est normal, c'est une marque automobile, ça coûte de l'argent. Et ça me semblait étonnant qu'ils vendent ça à 1 rouble. Ce que je ne savais pas, et que j'ai appris, ils ont tout vendu pour 1 rouble. Et ils ont 0% là. Ils ont un contrat qui implique que dans les 6 prochaines années, ils auront plusieurs opportunités pour récupérer leur part au même montant. Est-ce que c'était pour sauvegarder leur image? Pour se dire, j'ai rien à voir avec la Russie, c'est des méchants? Il y a un paquet de politique, frérot, ça, nous engageons pas dedans. Ah bah non, mais ça me semblait étonnant. Peut-être que Renault redeviendra propriétaire de Lada, peut-être jamais. En tout cas, ça se décidera dans les 6 prochaines années. C'est vrai? Aujourd'hui, autant vous dire qu'il n'y a plus de communication du tout, plus de vente, ça fait déjà un moment que c'est plus importé chez nous. Maintenant, les voitures russes ne nous concernent plus vraiment. On peut retrouver encore sur notre marché des Lada Niva. On retrouve aussi certains modèles qui ont été importés au compte-gouttes des années 2000, les Lada Granta. De façon générale, partez du principe que c'est de la merde. Par rapport à nos standards, ça a chier. À part, si vous avez énormément d'argent, il y a quelques années, Poutine a décidé qu'il en avait ras le fiac de se déplacer dans des Mercedes. Ça faisait trop occidental, ça faisait trop opulent, et lui, ce qu'il voulait, c'était un truc de chez lui. Et donc, il a chargé la marque Aurus de fabriquer le modèle pour le déplacer lui et ses potes. Voici la Aurus Senna. On dirait une Rolls-Royce. En fait, non, c'est une copie de Rolls-Royce. Ouais. Ils sont pas allés chercher bien loin pour le design. À l'avant, c'est une Rolls. À l'arrière, c'est une Bentley.
Ce truc-là, techniquement, est disponible à la vente partout. Si vous voulez en acheter une, en théorie, vous pouvez l'acheter, c'est ouvert. Comptez quand même minimum 250 000 € avant option. Pour un truc que personne ne connaît, russe, c'est chiant, c'est peut-être pour ça qu'ils ne en vendent pas. Ils te proposent directement un modèle blindé qui fait 6 tonnes 5. J'espère qu'il y a un V12 dedans minimum parce que sinon c'est chiant. Hein. Oui, et une petite à 5,63 m, la grande fait 6,63 m. Ils ont rajouté 1 mètre. Moteur de base V8 4,4 litres, fait en partenariat avec Porsche pour un 0 à 100 en 9 secondes. Bah ouais, puisque ça fait 6 tonnes. Ah bah oui, ça fait 6 tonnes. Et il existe une version V12 Piturbo qui fait 860 chevaux. Ça commence à être plus digne. Pour l'anecdote, ils sont en train d'ailleurs de développer un nouveau modèle. C'est peut-être inspiré du Cullinan, peut-être, à peine. Vous verrez peut-être quelques traits qui se... C'est une copie. Viens, achète un Cullinan, frérot, et arrête de casser des couilles. En général, quand tu copies le design d'un constructeur, ce même constructeur finit vite par t'attaquer en justice. C'est normal, ça fait un peu chier, t'as fait le design d'une Rolls, ça fait 100 ans que tu fais ça, et un connard qui se ramène et qui fait la même que toi, c'est un petit peu relou. Vous saurez que Rolls-Royce n'a toujours pas fait de procès contre Horus pour plagiat, et c'est très drôle de se dire qu'il y a un moment, t'es si menaçant ou si méchant que c'est bon. On ne voit plus rien. Putain que ça fait flipper de putain de merde. Et puis bah aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à en dire, l'automobile russe c'est point mort, zéro. Et puis avec les événements récents, ça ne va pas s'arranger. Encore une fois, l'idée n'était pas de prendre une partie pour quoi que ce soit, on voulait vraiment parler des voitures, j'espère qu'on a parlé bien voiture. Je suis désolé, il y avait quelques anecdotes avec le gros méchant là-haut là. Tant lui pour le louper, c'est compliqué. Voilà, on espère que vous avez apprécié cet épisode, on espère que vous nous casserez pas les couilles. C'est avec un énorme désespoir que j'aurais adoré vous proposer l'essai d'une Gigouli, parce que la voiture en elle-même est très intéressante. Malheureusement, c'est pas pour demain. Le savais-tu? La Gigouli est une propulsion et drift énormément. Je savais pas, mais en même temps, ça m'étonne pas tant que ça. Comment ils doivent se marrer. Ils ont que ça à faire, hein. Ouais, non, mais il y a un moment aussi, oui. Dans la campagne russe, t'as pas grand chose d'autre à faire. Hein. Tu fais de la vodka et des drifts en Gigouli. Les deux en même temps. Et les deux en même temps, si possible. Et tu mets la vodka dans la Gigouli. Puis après, Cramelan qui a été fauché en pleine jeunesse, là, dans la Gigouli en drift. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à nous donner des idées en commentaire, à vous abonner à notre Instagram @vbrequin, ça c'est merveilleux. Et puis à bientôt. Et puis à la semaine prochaine. Peut-être une Lada la semaine prochaine. Peut-être. Waouh! Et bah là je fais bien caca par terre, là c'est super là. Je fais bien caca par terre, blablabla, blablabla, je fais bien caca par terre, blablabla, blablabla.